Bonjour tout le monde, bonjour Aude Zapater, bienvenue dans cette première masterclass dédiée à l'hypnose sagesse. Aude, donc, tu es praticienne en hypnose sagesse, tu es également community manager pour Wingwood, c'est pour ça qu'on se connaît déjà très bien, donc je vais me permettre de continuer à te tutoyer. Bonjour Bienvenue, Amélie. ouais, et bienvenue à tous parmi nous pour peut-être poser vos questions à Aude. On va parler hypnose sagesse. Déjà, l'hypnose dans l'imaginaire collectif, on va dire, c'est fermer les yeux, compter jusqu'à 3, vous avez les paupières lourdes et on perd tout contrôle de soi, Et on perd etc. tout contrôle et on vous fait faire la poule, on va vous dépouiller de votre argent, etc. Il y a Voilà. un côté très connoté hypnose de spectacle et qui revient d'ailleurs en ce moment beaucoup. Sur TikTok, il y a beaucoup d'hypnose de rue. Donc c'est toujours la crainte des personnes de perdre le contrôle. Il y a cette peur de perdre le contrôle lors d'une séance d'hypnose, ce qui n'est pas le cas avec une séance d'hypnose thérapeutique. Voilà, bien sûr, on va revenir sur ce point-là. Aujourd'hui, on parle d'hypnose sagesse, donc c'est plutôt une pratique très bienveillante qui vise à lever des blocages. Et donc, tu vas nous raconter tout ça. Aude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. Et voilà, Aude ne manquera pas d'y répondre. Avec plaisir. Première question, donc Aude, qu'est-ce que l'hypnose sagesse? Alors, l'hypnose sagesse, c'est une hypnose qui a été créée en 2009 par Camille Griselin. Elle est basée sur l'hypnose ericksonienne. C'est celle qui est pratiquée par le plus de praticiens. En fait, l'hypnose ericksonienne, c'est la base de l'hypnose. Cette hypnose ericksonienne se fait en donnant des ordres, à des injonctions à l'inconscient. Et Camille Griselin, lors de sa pratique, au fur et à mesure des différentes séances qu'elle faisait et au fur et à mesure de ses découvertes, de ses tests empiriques, tout simplement, elle s'est rendue compte qu'il était tout à fait possible de faire des séances d'hypnose sans passer par l'injonction, sans passer par le fait de donner des ordres à l'inconscient. Il était tout à fait possible de lui proposer des solutions durant la séance d'hypnose de manière bienveillante et en douceur. Donc elle s'est dit, pourquoi me passerais-je de bienveillance et de douceur quand ça fonctionne? Donc elle a pris les bienfaits de l'hypnose ericksonienne, tout ce qui fonctionnait dans ce type d'hypnose, elle les a ensuite adaptés et remis en forme sous une nouvelle technique qu'on appellera l'hypnose sagesse. Sagesse parce qu'en fait, elle a repris tout simplement les initiales de ses proches pour écrire le mot sagesse. C'est joli, c'est une très Ouais. jolie histoire. Alors justement, nous sommes dans une masterclass. On va donc apprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Comment fonctionne donc l'hypnose et l'inconscient? Comment ça marche? Alors, comment ça fonctionne? Je vais utiliser une image. Imaginez que tout simplement votre conscient et votre inconscient se trouvent dans votre tête. C'est un cockpit d'avion. Dans ce cockpit, ils sont tous les deux là. Donc, il y a le pilote et le copilote. Le pilote, c'est le conscient. Il est là, il s'installe, il pilote, c'est lui qui gère. L'inconscient s'y met en copilote. Parfois, notre conscient va aller s'installer avec les passagers. Et dans ces cas-là, il va utiliser le copilote. Ce copilote, notre inconscient, va lancer un programme automatique. Donc, il va tout simplement mettre le programme automatique en route. Et ça va être en fonction de ce qu'on a pu vivre dans son enfance, pendant son adolescence, durant sa vie d'adulte, ou même parfois également dans le ventre de la maman. Puisque les enfants, les bébés ressentent les émotions et partagent bien entendu le même corps que la maman lors de la grossesse. Donc, lorsque l'inconscient se met à lancer son démarrage son pilotage automatique, il va lancer des programmes sans qu'on s'en rende compte. Donc, par exemple, pour donner un exemple concret, je me sens seule. J'ai pris pour habitude de me rendre compte que si je grignotais du chocolat ou du salé, ça peut être du saucisson, tout aliment, je me sentais mieux. Je comblais en fait ce vide que je ressentais en moi. Donc l'inconscient va se dire, OK, moi je ne veux toujours que du bien. Donc j'ai trouvé une solution à court terme qui me permet de me faire sentir mieux. Donc je vais utiliser ce programme automatique que je vais relancer à chaque fois. D'accord, Voilà c'est voilà comment intéressant. ça Ouais. fonctionne.
Donc, l'inconscient va toujours vouloir le bien de la personne, quoi qu'il arrive. Donc, on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas faire du mal à une personne lors d'une séance d'hypnose. L'inconscient va mettre une barrière, va dire stop. Mais il va lancer justement des programmes automatiques. Donc là, ça peut être justement manger lorsqu'on se sent seul. Ça peut être également fumer une cigarette lorsque l'on est angoissé, Mm. stressé. Voilà. Donc, ce sont des programmes qu'il a intégrés. Et la séance d'hypnose va tout simplement lui montrer qu'il est possible, au lieu d'aller chercher un bienfait immédiat, à court terme, il est possible de modifier le programme, enlever celui qui est négatif, le remplacer par un positif et se sentir mieux à long terme. C'est génial. Voilà. C'est ça, donc finalement tout ce qui explique les grignotages qu'on appelle un peu compulsifs, Ouais, etc., ce sont des mécanismes qu'on s'est mis en place parce que ça nous génère un bien-être immédiat. Et donc, voilà, l'hypnose va permettre de reprogrammer finalement ce petit logiciel, quoi. exactement. Ah, c'est très intéressant. Alors, quelle est la différence entre, moi j'ai cette petite question-là, on en parlait tout à l'heure, l'hypnose de spectacle. Quelle est la différence avec l'hypnose de spectacle? Alors, ce qu'il faut savoir avec l'hypnose de spectacle, c'est tout simplement un spectacle. On est dans le spectaculaire, il faut montrer des résultats qui vont être avoir un effet waouh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que, par exemple, on va assister à un spectacle, je vais prendre en exemple Mesmer, qui est assez connu en France et même dans le monde entier. Dès lors qu'on va assister à un spectacle, on va être conditionné. Si je vais à un spectacle de Mesmer, je m'attends à être Envie. hypnotisé. Donc, il y a un conditionnement déjà qui se met en place. Et puis ensuite, il y a un préparatif. Il y a des préparatifs avant le spectacle. C'est-à-dire qu'ils vont quand même voir quelles sont les personnes qui réagissent le plus aux stimuli de l'hypnose, à la mise en transe. Et ensuite, ils vont utiliser ces personnes-là. Ces personnes qui viennent au spectacle ont aussi inconsciemment cette envie de monter sur scène, de faire des choses, d'avoir quelque chose d'extraordinaire qui leur arrive. Donc voilà l'hypnose de spectacle. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'inconscient nous protège. Donc on ne pourrait pas, par exemple, via une séance d'hypnose, demander à quelqu'un de se faire du mal, d'avoir un comportement dangereux. Mm. Quoi qu'il arrive, l'inconscient va déconnecter tout simplement de la séance d'hypnose et il va revenir, va faire revenir la personne à l'état conscient de vigilance accrue. Donc on peut pas voler par exemple quelqu'un durant une séance d'hypnose en lui disant fais-moi un chèque de 5 000 euros. Il y a toujours des barrières. Notre inconscient est un garde-fou parfait. De la même manière, j'ai lu, alors peut-être, enfin, tu me dis si je me trompe, parmi les craintes, il y a celle de ne pas se réveiller. Et du coup, j'ai lu que c'était pas possible puisque finalement, sans stimuli, l'inconscient de lui-même en fait revient à la normale en fait, hein. Tout C'est à bien ça. fait. Voilà. C'est exactement ça. En fait, lorsqu'on est en état d'hypnose, c'est un état d'hypervigilance. Il peut sembler la personne peut sembler être endormie. C'est juste que son corps est totalement détendu, mais l'inconscient est en état d'hypervigilance et écoute avec attention justement la séance que le praticien va lui proposer. Quoi qu'il arrive, si une personne, par exemple, s'est endormie, ça arrive. Ça arrive parce que une séance d'hypnose, c'est vrai que c'est très doux. On se détend, on est installé avec le petit plaid, on est bien. Bercé par la Il voix. arrive, voilà, il arrive que l'on s'endorme. On a des techniques pour réveiller entre guillemets la personne. Et puis c'est toujours la même chose en fait. La séance d'hypnose se termine par des mots qui vont faire revenir ici et maintenant, au moment présent, et ouvrir les yeux doucement. Si ça ne fonctionne pas une fois, on recommence une deuxième fois. Quoi qu'il arrive, la personne va remonter doucement. Donc impossible de ne pas se réveiller. Et si on est parti pour une vraie grosse sieste, vraiment, quoi qu'il arrive, eh bien, on fait la grosse sieste et on se réveillera de manière totalement naturelle. D'accord. Autre question, tout le monde est-il réceptif? C'est-à-dire comment savoir, tu le disais tout à l'heure, hein, ceux qui vont voir un spectacle de Mesmer, voilà, ils vont monter sur scène, ils sont, on va dire, ouverts à ce type d'expérience. Comment savoir si moi je suis réceptive, par exemple? Est-ce qu'il y a des moyens de le savoir?
Alors, il y a des personnes qui vont avoir... alors, je vais pas parler de réceptivité parce que tout le monde est réceptif à l'hypnose. On a tous été dans un état d'hypnose sans déjà faire une séance d'hypnose. Je m'explique. Il arrive parfois qu'on soit en voiture ou à vélo et que l'on se rende à un endroit que l'on connaît bien. On a déjà fait le trajet peut-être 1000 fois et on y arrive sans s'être rendu compte de la longueur du trajet, des feux rouges qu'on a pu passer, etc. Et ça, c'est tout simplement une séance, enfin, c'est tout simplement de l'hypnose. Donc, on était en auto-hypnose. Donc, cet état de transe que le praticien va induire avec la séance qu'il va préparer, nous, on l'a déjà vécu en auto-hypnose. Ça peut être également lorsque l'on lit un livre et que on se rend compte à la fin de la page qu'on ne sait même pas ce qu'on vient de lire, en fait. On ne pourrait pas redire les phrases. Oui, Et ça ben, c'est arrive. un état de transe, d'auto-hypnose. C'est un état dans lequel on est déconnecté, où c'est l'inconscient qui est là plutôt que le conscient, en fait. Et Mais il pardon, peut qu'est-ce qui peut toujours... expliquer Pardon. ça? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ce soit l'inconscient qui dise Hello, c'est moi qui prends le contrôle maintenant? Ce sont des moments, en fait, où l'inconscient remonte. Ça arrive, en fait. On peut dire que notre journée, notre vie, ce sont des moments d'échange entre le conscient et l'inconscient. Ils travaillent tous les deux toute la journée et parfois le conscient a besoin de faire une petite pause, de déconnecter un petit peu et c'est l'inconscient qui prend le relais, tout simplement. Mais par exemple, pour l'histoire de la voiture ou du vélo, si quelqu'un traverse la route de manière intempestive, on va avoir les réflexes. L'inconscient, en fait, est là et le conscient remonte tout simplement très très vite et on va avoir le réflexe de freiner, même si on était vraiment dans un état d'hypnose personnelle, auto-hypnose. Auto-hypnose, bon, on le saura en tout cas. Oui, restons vigilants sur la route. Oui. Euh, on imagine donc un champ des possibles multiples. Quels sont les domaines d'application de l'hypnose? Alors, ça va paraître bateau ce que je vais dire, mais tous. En D'accord. fait, l'hypnose peut vraiment s'appliquer sur des domaines d'addiction, par exemple l'addiction au tabac, l'addiction aux drogues également, l'addiction à l'alcool, à des comportements négatifs, des comportements automatiques qu'on répète dans nos relations, etc. Euh, le champ des applications est terriblement large et en fait, on ne peut pas dire que rien n'est impossible puisque les séances sont faites pour chaque personne. Donc, elles sont vraiment personnalisées, ce qui fait que lorsqu'une personne vient, consulte, on va faire le tour de ce qui l'embête un petit peu. On va voir quelles sont les choses qu'elle aimerait changer et l'objectif de la séance, c'est de proposer à son inconscient plusieurs types de solutions afin qu'il puisse choisir celle qui lui convient le mieux, qui met en place à son rythme et quand il le veut. Donc, ça peut être pour la confiance en soi, ça peut être pour une préparation aux examens, par exemple. On peut avoir des étudiants qui peuvent venir pour gagner en concentration pour les révisions. Et on peut, par exemple, mettre un ancrage olfactif avec une huile essentielle, je ne sais pas moi, la lavande, par exemple. Donc, lorsque l'étudiant, on va proposer à l'inconscient que lorsque l'étudiant révise et qu'il sent une odeur de lavande, donc il suffit de prendre juste un petit mouchoir avec quelques gouttes de lavande, eh bien, lorsque l'étudiant sera pendant son contrôle, son test, ses épreuves à faire, s'il sent l'odeur de la lavande, lui faire remonter toutes les révisions qu'il a pu apprendre, toutes les leçons qu'il a pu Pas apprendre. mal ça. Donc voilà, ça peut être de la concentration, ça peut être des choses qui sont physiologiques. On travaille toujours avec les médecins, les psychologues, en concertation. On n'arrête jamais un traitement en faisant de l'hypnose. Ouais. On est complémentaires en fait. On doit toujours travailler de concert avec un médecin lorsqu'il y a des pathologies physiologiques, psychologiques, de manière à que tout soit en douceur. On apporte vraiment un plus, mais on ne se substitue jamais. Donc, on peut aider par exemple pour la dépression, on peut aider pour la fatigue chronique, pour les douleurs.
et des douleurs qui ne peuvent être soignées, mis à part par une grosse opération, par exemple, ou des médicaments lourds. On peut, au niveau de l'inconscient, proposer des solutions pour que le corps absorbe d'une autre manière et ressente d'une autre manière la douleur. Donc, D'accord. on a vraiment un champ de possibilités qui est extrêmement large. Et c'est ce qui est génial en tant que praticien, c'est que il n'y a aucune séance identique. Voilà. OK. Et donc à chaque fois, c'est vraiment du sur-mesure, avec, Sur plusieurs mesure. propositions, en fonction des personnes et donc c'est finalement la personne, le patient qui décide de comment quelle méthode il va choisir, c'est ça? Exactement, c'est son inconscient tout simplement. Donc c'est un travail à trois entre la personne, le praticien et l'inconscient. Et surtout en hypnosagesse, c'est quelque chose qui se fait en douceur et en bienveillance. Voilà, on ne force pas sur la mise en place des solutions, on lui propose. Et en fait, il choisit, il dispose, tout simplement. Alors justement, maintenant qu'on a un petit peu mieux cerné ce mécanisme, peux-tu nous expliquer comment ça se passe, concrètement, une séance d'hypnose? Alors, une séance d'hypnose, ça se prépare en amont. Donc, la plupart du temps, quand on me contacte, je prends le temps, une demi-heure, trois quarts d'heure, pour discuter avec la personne, savoir pourquoi elle me consulte ce jour-là et quelles sont ses attentes. En hypnose sagesse, on ne fait pas d'anamnèse, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher, creuser les informations qui pourraient être la source de ce pourquoi elle consulte. Donc, on ne va pas aller chercher les conflits familiaux ou les traumas. Un peu comme en C'est pour ça que psychologie, voilà, un peu comme en psychologie, voilà, c'est on différent. va vraiment pas aller chercher cela. On va se concentrer sur ce que la personne attend, ce qui la fait souffrir à ce moment-là ou ce qui la dérange ou la gêne. Et on va lui proposer ensuite une séance qu'on va préparer de manière complètement personnalisée. Donc, en hypnose sagesse, ce sont des métaphores. Donc, je rédige des histoires en fonction de ce que la personne m'a dit, sous forme de métaphores, et je vais proposer à l'inconscient, de manière subtile, des solutions à mettre en place en fonction de ce que la personne attend de la séance. Donc, on a entre 8 et 10 métaphores par séance. La séance dure à peu près 1 heure. On a la possibilité, selon la cause, le thème de la séance, d'utiliser des techniques d'hypnose comme le signaling qui permettent de communiquer avec l'inconscient directement et de lui proposer de libérer les émotions, de se libérer des traumas sans aller chercher non plus à faire revivre le trauma. C'est toujours de la même manière, très 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 doux. Donc la personne, en fait, elle s'installe tout simplement avec un plaid allongé, semi-allongé, le plus confortable pour elle, et puis elle écoute les histoires. Voilà. C'est un Bien. petit peu un voyage bienveillant et en douceur. Donc normal de Et s'endormir de temps en temps. comment? Et donc normal de pouvoir s'endormir de temps en temps. Oui, ça arrive très très fréquemment. La plupart du temps, les personnes s'endorment un peu, puis reviennent, me disent ah j'ai entendu le début de l'histoire, mais pas la fin. Voilà, je suis revenue sur ce mot parce que l'inconscient justement réagit aussi, et les personnes peuvent venir euh, peuvent monter et descendre un peu dans cet état de proche du sommeil en fait et de l'état éveillé. D'accord, alors justement, ça c'est quand on a le retour en direct, mais toi en tant que praticienne, est-ce que tu as le moyen de savoir si la séance fonctionne? Alors, tout dépend de la personne. Chaque personne est vraiment différente. Donc, je préviens toujours justement en amont en disant, il est possible que, mais ce n'est pas une règle générale et c'est OK, puisque chaque personne est différente. Mais par exemple, on peut avoir, la personne peut me dire qu'à la fin de la séance, qu'elle a eu des fourmillements dans les jambes, qu'elle a senti que ses jambes s'engourdissaient, qu'elle ne pouvait plus bouger ses bras ou ses jambes. Bien entendu, ça revient tout de suite après la séance. On peut avoir des engourdissements de lèvres, l'index qui se lève. Donc ça, pour moi, c'est visuel. Je peux voir que la personne, que la séance fonctionne dans le sens où l'inconscient me répond.
Donc, quand on a l'index qui se lève ou les doigts qui se lèvent, c'est l'inconscient qui dit, OK, j'ai bien entendu le message, je vais voir ce que je peux faire. Et puis après, en fonction des personnes, on peut avoir les yeux qui roulent sous les paupières, on peut avoir la tête qui bouge d'un côté ou de l'autre, et parfois des petits spasmes, en fait, un petit peu comme quand on a le bras qui bouge un peu tout seul, qui se lève. Donc voilà, ce sont des signes que l'inconscient a bien entendu ce qu'on lui disait. D'accord. Et alors justement, quelle est l'efficacité d'une séance d'hypnose? Est-ce que l'effet est immédiat? Combien de séances est-ce qu'il faut pour lever des blocages? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je vais faire une différence entre l'hypnose sagesse et l'hypnose ericksonienne. L'école sagesse part sur le moins de séances possible. C'est-à-dire que sur une thématique, pour une séance d'hypnose, si on fait une séance, ça peut être performant dès la première séance. Donc, dans 90% des cas, il suffit d'une seule séance pour voir déjà des changements se mettre en place. Parfois, on a besoin d'une deuxième séance parce que l'inconscient va juger que il souhaite travailler en priorité une thématique que la personne n'avait pas identifiée. Donc lui il va se dire, OK, j'ai des solutions, mais je vais d'abord gérer ça et dans ces cas-là, c'est OK, on fait une deuxième séance et là, on réappuie sur la thématique principale que la personne voulait traiter. Mais par thématique, on va dire qu'une séance à deux séances, en hypnose sagesse, hein, bien sûr, sont juste nécessaires. Parfois, l'inconscient commence à mettre en place les solutions dès la fin de la séance. Donc, on peut avoir des larmes, pleurer beaucoup pendant la séance, en fait. Elle pleure, enfin, les larmes coulent toutes seules. On dit que les émotions, en fait, se libèrent par les liquides. Donc, on peut avoir le nez qui coule, on peut avoir envie d'aller aux toilettes, d'uriner plus fréquemment dans les heures qui suivent une séance d'hypnose, et on peut avoir les larmes qui coulent sans savoir pourquoi, sans avoir d'état de tristesse, en fait. Donc ça, c'est l'inconscient qui libère. Donc, on sait qu'il est déjà en train de mettre en place des choses pour libérer la personne de ce pourquoi elle est venue. Et on compte entre 3 et 21 jours pour regarder, voir, refaire un point et se dire on en est où, qu'est-ce qui a avancé, est-ce qu'il y a un mieux, comment vous vous sentez, quels sont les changements qui ont été mis en place. Par exemple, pour une séance pour le tabac, il arrive, je veux dire dans 95% des cas, qu'à la fin de la séance, la personne en fait n'ait même plus envie de fumer, plus du tout envie. Donc, il y a le fait d'avoir cette habitude, d'avoir la cigarette comme compagne en fait dans la journée, mais l'envie, le besoin peut disparaître dès la fin de la séance. Donc, c'est vraiment très, très, très impressionnant en fonction des thématiques et en fonction des personnes, bien entendu. D'accord. Alors justement, donc tu lèves plein de blocages. On voit bien donc que les patients lèvent toutes les barrières, hein, c'est ça, si on a les larmes qui coulent, et cetera. Oui. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont un petit peu marqué dans ta pratique? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Alors oui, j'ai, c'est plutôt au niveau des émotions. Je suis quelqu'un de très sensible. J'ai beaucoup d'empathie et alors c'est super. C'est super, mais c'est vrai qu'en tant que praticien en hypnose, eh bien, ça peut être parfois difficile. Et je me suis retrouvée une fois à pleurer en même temps qu'une personne qui m'avait consultée. La personne pleurait vraiment à chaudes larmes. Et en fait, moi, de la voir pleurer comme ça, j'avais envie de la prendre dans mes bras, mais bon, c'est pas possible. Mais voilà, donc je me suis déjà retrouvée à pleurer, à être à deux, à pleurer en même temps. L'un parce qu'il est en train de libérer ses émotions, et moi parce que je le voyais pleurer et que je pouvais pas rester. J'avais les émotions qui montaient également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque séance travaille également sur le praticien. Ah bon? Comment Oui. ça marche? Qu'est-ce qui se passe à Alors, ce moment-là? bien Ouais. entendu, imaginons une addiction ou un comportement, je sais pas,
un tic ou un toc que l'on n'a pas, bien entendu, on ne va pas soigner quelque chose qui n'est pas présent chez nous. Mais comme les séances d'hypnose sagesse vont donner des solutions pour des thématiques très précises pour la personne, et en même temps, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on propose des bénéfices secondaires. Donc, on va leur proposer des solutions qui vont permettre de se sentir mieux en règle générale, avoir un peu plus d'énergie, se lever en étant plus motivé le matin. Voilà, on va proposer un mieux-être global, ce qui fait que moi je sais que ça fonctionne aussi sur moi. Donc la plupart du temps, eh bien la nuit, je fais beaucoup de rêves, puisque quand on a fait une séance d'hypnose après, on fait parfois beaucoup de rêves, et puis on peut être un peu fatigué, donc il faut s'écouter. Et je sais comment ça fonctionne maintenant et comment moi je réagis. Mais en fait, je m'apporte du positif en faisant du bien aux gens aussi. Donc c'est génial. D'accord. Et y a-t-il des profils en particulier de personnes qui te contactent où tu as vraiment un grand panel, on va dire, de personnes, petits, grands, avec des problématiques variées ou, Alors, c'est très, très large. C'est vraiment très, très large. Et c'est ce qui est génial. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que ça peut être des enfants qui ont des soucis de peur de l'abandon, par exemple, qui ont du mal à se détacher de leurs parents ou que les parents les laissent seuls dans une pièce, par exemple. Ça peut être, dernièrement, j'ai eu beaucoup d'allergies. Donc, les allergies saisonnières avec les pollens. Et ça soulage énormément une séance d'hypnose. Donc, c'était très sympa. Je peux avoir sur le sommeil. Du coaching quasiment sur des personnes qui ont du mal à dépasser leurs peurs et qui sont frustrées parce qu'elles ne peuvent pas aller au-delà physiquement de ce qu'elles aimeraient faire, dans du CrossFit par exemple, notamment. Et il y a beaucoup aussi d'angoisse. Donc avec le Covid, avec le contexte ouais. mondial aujourd'hui, la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées, Tu le ressens ont besoin. que tu as plus de demandes de ce type-là en tous les cas? Oui, des problèmes de sommeil, beaucoup, qui vont ensemble en fait, puisque voilà, l'angoisse et le stress peuvent générer des soucis de sommeil, difficulté à s'endormir, insomnie. Et puis après, il y a les phobies aussi, bien sûr. Donc toutes les phobies, peur de l'eau, peur de la hauteur, peur de prendre la voiture, et puis le tabac également. Donc c'est très 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 large. Vraiment, j'ai tous les profils, aussi bien des hommes que des femmes, et souvent en fait, ça marche beaucoup par le bouche à oreille. C'est-à-dire que quand une personne est contente de la séance, eh bien elle va en parler aux autres. Et puis parfois même il y a les parents qui ont fait des séances qui disent tiens, on pourrait peut-être essayer avec mon enfant. Et dans ces cas-là, les séances d'hypnose pour enfants, c'est un réel plaisir pour moi parce qu'elles sont plus courtes. Mais c'est une séance un peu comme un hypnoconte. C'est-à-dire que je vais venir avec mon grand sac de peluche et on va s'asseoir par terre avec l'enfant. Donc, bien entendu, si c'est un ado, on va pas faire ça. Mais si c'est un petit, jusqu'à 10, 11 ans, on peut justement s'asseoir par terre et faire participer l'enfant dans une séance qui est plus courte, d'une demi-heure, où on va utiliser des peluches, des petits accessoires, des petits bonhommes, des Des animaux, personnages qui peut-être, vont ouais. vivre des aventures, qui vont lui parler, qui vont donner des solutions à son inconscient, tout en douceur. D'accord. Et pour les ados, ça fonctionne comme les adultes, un petit peu? Pour les ados, ça fonctionne plutôt comme les adultes. On peut faire des séances où on est en conversation. Donc, ce sont des séances d'hypnose conversationnelles, c'est-à-dire qu'on met la personne, on l'amène à un état d'hypnose, et puis en fait, elle n'a pas forcément besoin de fermer les yeux, mais on discute et on mène une discussion. Elle nous répond, mais il n'y a pas de lâcher prise important, dans le sens où on n'a pas les yeux fermés, on n'est pas allongé, et ça plaît beaucoup aux adolescents Qui veulent qui garder aiment. un petit peu le contrôle, qui sont un peu plus, Exactement. oui. Voilà. Donc ils ont une petite méfiance, et justement on a ces possibilités pour permettre d'avancer, tout en proposant à chacun la séance qui lui conviendra le mieux.
D'accord, bah, c'est très intéressant tout ça. Donc, on voit que ça, c'est vraiment, on trouve des solutions pour tout et pour tout le monde. Justement, donc on a compris aussi le mécanisme. Est-ce que tu peux nous indiquer, donc oui, effectivement, on est tous en proie au stress, à des angoisses, un exercice pour apprendre à s'ancrer, justement, et nous expliquer en même temps comment ça fonctionne. Enfin, est-ce que tu as ça Alors, dans oui, ton petit bien sac, sûr. cet exercice d'ancrage? J'aime beaucoup les exercices de démarche symbolique. Donc, on en trouve vraiment partout sur Internet, sur YouTube, notamment la technique des petits bonhommes allumettes. Mais donc celle-ci, vous pouvez l'utiliser. Je vous en parle juste comme ça, mais c'est pas celle dont je vais parler. Pour le stress et pour l'angoisse, aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille et dessiner une fenêtre. Et dans cette fenêtre, écrire les choses qui vous font du bien, donc qui apaisent les projets que l'on peut avoir, les rêves qu'on peut avoir également, qui peut-être pour l'instant ne semblent pas être accessibles, atteignables dans l'immédiat ou à court terme, mais que l'on garde en tête et qu'on aimerait se voir réaliser. Donc notez ces petites choses-là dans cette fenêtre et vous pouvez la faire d'ailleurs, on peut la faire sur une feuille A4, hein, quelque chose de très grand. Après tout, on peut s'offrir Les grands. des grands exactement. Et après, prendre une deuxième feuille et la découper de façon à créer des volets qu'on va aller coller sur cette fenêtre et que l'on puisse ouvrir et fermer. Et la garder à un endroit où on va pouvoir poser ses yeux régulièrement dessus. Donc ça peut être le frigo, on y va régulièrement, ou le mur en face de son bureau, ou dans la salle de bain par exemple aussi quand on se prépare, voilà, l'accrocher, la fixer au mur. Et puis, quand on a un petit coup de mou, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, eh bien, ouvrir cette fenêtre un peu de bonheur, de bien-être et se concentrer sur justement ces points positifs que l'on a pu noter. Donc, les choses qui nous font du bien, les petits mots de gratitude. Pourquoi est-ce qu'on éprouve de la gratitude? Ça peut être pour avoir la santé, les proches qui nous entourent, avoir un toit au-dessus de sa tête, avoir un frigo plein, mais aussi, eh bien voilà, les projets, un voyage, je sais pas moi, pour aller en Jordanie, ou un retour des États-Unis, ou un spectacle à venir. Voilà, notez ces choses-là et se concentrer sur ces choses, les remettre en fait à l'esprit afin de supprimer un peu les petits nuages et d'installer ces choses positives à la place. Et le fait d'ouvrir sa fenêtre, c'est aussi symboliquement un acte qu'on ancre dans le réel. Donc on ouvre sa fenêtre à la positivité, aux belles choses et aux choses qu'on aime. C'est très joli. Merci pour cette petite astuce, Avec Aude. plaisir. Très bien. Alors du coup, on peut te consulter, c'est ça, se rend compte ce genre de problématiques, donc notamment s'il y a des fumeurs, des personnes angoissées, des personnes qui ont des troubles compulsifs, Oui, alimentaires, voilà, ou simplement si on a besoin d'ancrage ou de réviser pour son bac, hein, on en tout à parlait fait. tout à l'heure. Si on a besoin d'un boost, si on a besoin de se faire du bien, si on a envie de travailler un peu l'estime de soi, la confiance en soi, tout est possible en fait. Donc, moi, je consulte en visio principalement, ce qui permet à chacun d'être dans son univers, bien installé confortablement, au chaud, son lit, son canapé. Et puis également, je me déplace à domicile dans la région de Clermont-Ferrand. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site audezapaterhypnose.com. Voilà, audezapaterhypnose.com. Merci beaucoup, Aude, de nous avoir partagé bah, voilà, ta pratique, ton activité avec Merci beaucoup beaucoup. de bienveillance, toujours, exactement, et avec ton sourire. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires en bas de vidéo et puis nous pourrons peut-être y répondre lors d'une prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci, Aude, et à très bientôt. Merci à vous.